Alors, bonjour à tous. Vraiment, ça nous fait très plaisir d'être ici aujourd'hui à ce webinaire qui est présenté par la Banque nationale et qui est en collaboration avec immigré.com et avec Anywhere. Alors, aujourd'hui, le but, c'est justement de vous accompagner. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez ce magnifique projet pour venir vous installer au Canada. Et on est ici pour vous donner beaucoup de conseils. Alors, un instant, je vais vous demander, nos chers auditeurs, peut-être de nous écrire. C'est bien de savoir d'où vous êtes en train de nous écouter, de nous écrire dans la section de commentaires ou d'où vous êtes en train de nous écrire, de quelle partie du monde. Est-ce que vous êtes au Canada? Est-ce que vous êtes à l'extérieur du Canada? Et de quelle partie du Canada? Ce serait vraiment bien pour nous pour savoir d'où vous êtes en train de nous écouter. De la Belgique, parfait, ça commence bien. De l'Algérie. Alors, allez-y, on veut vous entendre. Alors, continuez à nous écrire où est-ce que vous êtes. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. Alors, notre invité Pascal, tu es bien là aussi avec nous? Oui, je suis là. Enchantée tout le monde. Moi, je vous parle en direct de Montréal, mais j'ai habité à l'étranger, au Cameroun, en Suède, aux États-Unis et à Toronto. Alors, wow! Donc, tous les destinations qu'on parle ici, tu en as déjà vu pas mal. Oui, j'en ai vu pas mal, mais j'ai jamais eu la chance de visiter le Maghreb et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute à partir de l'Afrique du Nord. Oui, tout à fait. On a vu beaucoup Kabylie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Paris. Donc, c'est extraordinaire. Hein? La technologie de pouvoir faire et de communiquer comme ça avec les gens, c'est vraiment très, très bien. Et voilà, ça continue de rentrer. Alors, il est 12h34. Nous allons pouvoir commencer. Alors, voici. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce webinaire qui est présenté par la Banque nationale. Pour commencer, je vais très brièvement présenter la Banque nationale, qui est une des 6 grandes banques au Canada. Donc, on est présent un peu partout au Canada et on a tout un programme spécifiquement dédié pour l'accompagnement des nouveaux arrivants. Et pour la Banque nationale, c'est très important d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Et c'est pour ça que nous avons cette série de webinaires avec immigré.com sur toutes sortes de sujets, justement pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans votre super grand projet d'immigration au Canada. Alors aujourd'hui, Pascal a commencé à parler. Nous avons une invitée très spéciale qui, vous venez de l'entendre, elle a une très grande expérience autant personnelle mais autant professionnelle. Et le but, ce sera de vous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces pour que justement votre expatriation se passe de façon très sereine. Et vous allez voir, on va autant couvrir les grands conseils, les grands aspects, mais Pascal pourra nous donner aussi des petits conseils de la vie de tous les jours qui pourront vraiment faire toute la différence. Alors, mon nom est Souad Ouaret. Ça va me faire plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Je suis directrice partenariat nouveaux arrivants à la Banque nationale. Et Pascal Brochu, qui est VP développement des affaires à Anywhere Canada. Pascal, je vais te laisser le soin de te présenter davantage et de présenter Anywhere. Merci beaucoup. Je travaille en mobilité internationale depuis plus d'une vingtaine d'années et quand je n'étais pas professionnellement impliquée dans la mobilité, j'étais en pleine mobilité moi-même puisque, comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai beaucoup voyagé. J'ai démarré ma propre entreprise de relocalisation et d'immigration il y a plus d'une dizaine d'années. Et il y a 3 ans, on s'est joint au grand groupe international Anywhere, qui a des bureaux dans plusieurs pays et dont la maison mère est à Lille, en France. Alors voilà pour la petite histoire. Parfait. Donc, on voit effectivement que Anywhere, elle est placée un peu partout. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, alors, ce sera des conseils pré-départ, des conseils à l'arrivée et ensuite, ce sera des aspects qu'on va couvrir sur les premiers mois de votre expatriation. Alors, Pascal, commençons. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement de tous les aspects à considérer avant
avant d'acheter son billet, lorsqu'on commence à penser à aller au Canada, quels sont les aspects à considérer pour pouvoir le faire? Oui, en fait, je pense qu'évidemment, plusieurs d'entre vous l'avez même demandé dans vos commentaires où vous mentionnez je veux aller au Canada. Ben, la première étape, c'est évidemment d'obtenir un permis ou un visa ou une résidence permanente. Donc, c'est à vous, avec l'aide d'un professionnel, parce que sachez que pour émettre ce genre de document, il n'y a que les professionnels certifiés qui ont le droit de donner des conseils par rapport à l'émission de visa, de permis de travail, etc. Vous pouvez par contre obtenir un PVT selon le pays où vous êtes situé. C'est un dossier que vous soumettez vous-même en ligne et il y a par la suite une loterie. Alors, la première chose à faire, c'est de voir est-ce que c'est possible pour moi selon mon âge et ma situation, d'obtenir un permis, un visa ou une résidence permanente. Une fois que ça c'est réglé, peut-être que vous avez eu la chance d'obtenir un permis de travail parce qu'un employeur est allé vous chercher dans votre pays et vous vous préparez là, à une expatriation. Moi, je pense personnellement que c'est pertinent de déjà commencer à se poser des questions. Est-ce que ma démarche va être temporaire? Donc, je ne sais pas, vous avez été débauché par un employeur, vous venez ici, vous allez accomplir une mission. Le but, c'est de finir votre mission et de rentrer chez vous ou de partir vers un tiers pays. Ou est-ce que ma démarche est permanente? Moi, je veux immigrer au Canada. Et mon but, c'est d'y rester le plus longtemps possible et si j'y suis bien, ben pour toujours. La raison pour laquelle c'est pertinent de se poser ces questions-là, ben ça va peut-être influencer plusieurs démarches que vous avez à faire en amont. Garder ou vendre votre maison, déménager ou non vos meubles, etc. Et ensuite, ben, c'est d'en parler beaucoup autour de vous. Pour voir si votre famille, vos amis ont une perception différente. Peut-être qu'ils ont des conseils judicieux à vous donner. Peut-être que vos parents sont vieillissants et sont pas prêts à vous laisser partir aussi facilement. Alors, c'est de voir avec son entourage comment est-ce que le projet est perçu et comment on peut s'assurer du bien-être et du bonheur de tout le monde dans cette démarche. Mm-hmm. Tout à fait. Et en fait, je tiens juste à préciser que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à les poser. Donc, vous avez l'option de poser vos questions et on va pouvoir les couvrir tous à la fin. Alors, Pascal, pour un gros projet comme ça, que de s'expatrier dans un nouveau pays, certainement, ça prend du budget. Donc, comment justement gérer cette notion-là et quels conseils est-ce que tu aurais à donner au niveau budget? Évidemment, c'est pertinent d'avoir un minimum d'économie parce que selon la situation qui nous attend quand on arrive, on peut avoir un emploi, mais on peut aussi se retrouver dans une démarche où on cherche un emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met 3-4 mois avant de trouver un travail? On doit être en mesure de subvenir à ses besoins. Donc, moi, je dirais que pour arriver en toute sérénité, ça prend un minimum d'économie. Évidemment, si on arrive et qu'on a déjà un emploi à l'arrivée, ben, c'est très rassurant parce qu'on sait que la paye va rentrer de façon régulière et assez vite. Ensuite, comme je le mentionnais précédemment, est-ce que c'est une démarche permanente? Est-ce que c'est une démarche temporaire? Est-ce que je vends mes biens dans mon pays? On sait que de déménager des biens matériels, ça peut être très onéreux. Donc, peut-être que c'est plus pertinent de laisser le matelas à la maison puis de s'en acheter un nouveau ici. C'est facile ici d'acheter des biens usagés. Il y a tout un marché, donc ça permet d'économiser à l'arrivée. On se pose les vraies questions aussi. Si j'habite, par exemple, une grande ville comme Montréal ou Trois-Rivières ou Sherbrooke, est-ce que j'aurai besoin d'une voiture pour me déplacer la première année? Éviter la voiture, c'est une façon exceptionnelle d'économiser puisque on parle d'environ 1 000 $ de dépenses mensuelles pour la voiture. Donc, ça s'accumule très, très rapidement. On se demande aussi combien de temps est-ce que je peux me permettre d'être sans emploi?
Est-ce que pendant 6 mois, je peux payer mon loyer, la nourriture, les vêtements, ou est-ce que je ferais mieux de vraiment mettre beaucoup d'énergie à me trouver un travail quand je suis encore dans mon pays? Je pense que vous le savez tous, le Canada est en grande pénurie de main-d'œuvre et il est relativement facile de se trouver un emploi en amont. Et il est définitivement facile de se trouver un emploi à l'arrivée, mais ça dépend aussi de vos critères. Si, par exemple, vous aviez un poste X dans votre pays et que pour vous, il est sans aucune considération, vous ne voulez régresser, mais là, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile puisque vous n'aurez pas d'expérience pertinente dans le pays. Alors, ce sera à vous probablement là, de voir comment est-ce que vous souhaitez gérer ça là, et de voir le nombre de mois que vous êtes capable de supporter. Mais ici, c'est pas rare de faire un petit pas en arrière, mais d'avancer très rapidement puisque quand on fait bien son travail, qu'on est apprécié, les opportunités d'avancement sont assez nombreuses. Alors, voilà. Il faut penser aussi aux vêtements d'hiver. C'est peut-être ironique, mais ici, ça prend tout un budget pour s'équiper le premier hiver. Le manteau, pour avoir un manteau qui est assez chaud, on doit investir quelques centaines de dollars, des bonnes bottes, chapeau, pantalon de ski, etc. Encore une fois, il est toujours possible de le faire de façon usagée. Moi, je vous encourage même parce qu'il y a vraiment des belles occasions d'économie. Et si vous avez aussi des animaux de compagnie, il y aura tout un volet vaccination. Ce sera plus difficile de se trouver un appartement, tout ça. Alors, se poser toutes ces questions-là là, avant de partir parce que c'est tous des points qui peuvent influencer sur le budget pré-départ et sur les premiers mois, là, le confort psychologique et matériel qu'on aura lors des premiers mois. Tout à fait. Puis pour ce qui est des vêtements d'hiver, on l'a bien senti les derniers jours, hein, ici au Canada, comme quoi on a besoin de manteaux chauds. Ça a déjà commencé. Mais comme je dis à toutes les expatriés qu'on accueille, il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Alors, si vous êtes bien équipé, vous allez pouvoir survivre à ça sans problème. Ah, c'est très bien dit. Puis si j'ajoute à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de joie de l'hiver, beaucoup d'activités, de choses qu'on peut faire qui font en sorte qu'on aime plus l'hiver. Alors, exactement. Un autre point qui est très important, qui est peut-être des fois négligé lorsqu'on on veut immigrer dans un nouveau pays, c'est de ne pas négliger tout le côté entourage, à quel point c'est très important de bien s'entourer pour que le tout se passe bien. Quel conseil tu aurais à nous donner à ce niveau-là? Mais je dirais que quand on se prépare à l'expatriation, ben déjà, c'est une démarche qui peut prendre de quelques mois à quelques années. Certains d'entre vous sont peut-être en pleine démarche. Donc, même si on a la chance de trouver un employeur qui va s'occuper de notre permis de travail, on parle d'un minimum de 3 mois si on est en France et qu'on a moins de 35 ans et qu'on qualifie pour un permis de travail jeune pro. Mais on parle jusqu'à 10 mois pour quelqu'un qui viendrait de Tunisie. Et certains d'entre vous sont peut-être en démarche de résidence permanente. Et là, on parle de quelques années. Donc, je pense que c'est très pertinent et c'est très aidant de renouer avec peut-être les amis, la famille qui auraient immigré en amont pour poser des questions, pour voir quel soutien ils pourraient nous apporter, peut-être nous héberger quelques jours, quelques semaines à l'arrivée. C'est pertinent ici aussi, de se créer un profil LinkedIn selon son domaine d'emploi, évidemment. Mais si on est un professionnel et qu'on cherche du travail ici, sachez que le LinkedIn est très populaire et très utilisé ici et que la première chose qu'un employeur va faire si vous soumettez une candidature, c'est aller voir votre profil sur LinkedIn. C'est aussi une opportunité pour vous de créer des liens et de connecter avec des gens qui sont potentiellement dans votre domaine d'emploi et qui vont partager des offres d'emploi sur le site. Donc, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble une fiche d'emploi ici. Il y a des gens sur LinkedIn qui vont partager des conseils concernant l'amélioration de
votre curriculum vitae ou des tips, conseils sur la façon de se présenter en entrevue. Donc, en amont, vous pouvez déjà travailler à vous préparer à trouver l'emploi, même si vous êtes à des mois de votre arrivée. Vous pouvez évidemment consulter des sites comme immigré.com où les gens partagent entre eux les meilleures pratiques, leur expérience personnelle lorsqu'ils ont été en entrevue. Donc, évidemment, il faut en prendre et en laisser. Il y aura toujours des gens qui ont vécu des expériences très, très difficiles, d'autres qui ont vécu des expériences extraordinaires et ont été embauchés lors du premier entretien. Alors, la vérité se trouve probablement entre les deux, mais à force de lire des expériences, ben, on est en mesure de se faire une tête. Vous pouvez aussi, et ça, je vous encourage fortement là, à rejoindre des groupes Facebook. Je vous donne un exemple. Vous savez déjà à peu près là, dans quelle région du Québec vous voulez vous installer. Vous pouvez rejoindre ces groupes. Disons, je dis n'importe quoi, là, vous avez entendu dire qu'à Chicoutimi, il y avait des opportunités dans votre domaine. Il y a une université là-bas. Vous allez voyager avec un enfant qui est plus âgé et vous avez choisi cette région-là. Vous pouvez rejoindre des groupes de parents qui discutent des écoles dans la région de Chicoutimi. Vous pouvez rejoindre, vous êtes un passionné de plein air et vous avez vu qu'à Chicoutimi, il y avait de la motoneige, du ski de fond, du ski alpin, la possibilité de faire de l'escalade, du kayak, etc. Ben, pourquoi pas rejoindre des groupes sportifs pour en apprendre davantage sur la région et vous familiariser avec les sports qui y sont pratiqués, par exemple. Alors moi, je vous encourage fortement là, à vous préparer en amont, renouer, créer de nouveaux liens. Merci Pascal, c'est effectivement toutes des bonnes sources qui peuvent vraiment aider à cet aspect qui est un peu la socialisation et d'avoir de l'information qui est très, très, très important. On est toujours dans le pré-arrivé, alors on n'est pas encore embarqué dans l'avion. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, Pascal? Ben, je pense que c'est aussi pertinent de commencer à se préparer aux démarches administratives. Ici, quand vous arrivez, dès votre arrivée, vous avez droit à l'assurance maladie, vous avez droit à un numéro d'assurance sociale qui va vous permettre justement de travailler et d'ouvrir de l'épargne pour vos enfants, par exemple. Vous allez avoir besoin de vous assurer, etc. Donc, commencez à vous informer et je pense que soit c'est toi qui vas être mieux placé pour nous parler de ça, mais c'est aussi possible d'ouvrir son compte en banque quand on est encore dans son pays d'origine. Oui, tout à fait. Donc, c'est définitivement une section que je vais pouvoir couvrir à la fin. Je vais vous donner un peu d'informations de comment ouvrir son compte avant même d'arriver et les procédures pour le faire. Ça me fera très plaisir de le faire. Pascal, le logement, est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à regarder avant d'arriver? Mais je vous dirais que je ne sais pas s'il y en a parmi vous là, qui suivent la situation de près et depuis quelques années, là, mais la situation du logement a beaucoup évolué ici et ça s'est resserré un petit peu. C'est-à-dire que les coûts ont augmenté et les logements, la quantité de logements disponibles s'est rarifiée. Alors, nous, ce qu'on suggère en tant qu'experts, et juste pour vous donner une idée, là, on a accueilli plus de 1000 expatriés dans la dernière année, et ce, juste dans la ville de Montréal. Donc, si on ajoute les villes périphériques et la région, ça augmente davantage. Donc, on commence à avoir une petite expertise là-dedans. Et nous, ce qu'on suggère fortement, c'est de prendre un logement meublé, clé en main, pour au moins un mois à l'arrivée. Alors, que ce soit par un réseau, que vous ayez loué ça sur Airbnb, que vous ayez dans un appartement hôtel, ce mois-là va vous permettre de vraiment vous poser. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une meilleure idée justement des démarches pour que les gens puissent avoir une meilleure idée à quoi s'attendre? Oui, ben en fait, je parlais du logement. Si justement le logement temporaire, ça vous permet de vous poser et d'effectuer toutes les démarches administratives de façon beaucoup plus sereine. Donc, vous arrivez, dès le lendemain, vous pouvez aller chercher votre numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, vous en aurez besoin
au propre et au figuré à peu près partout. Par exemple, si vous décidez en fait, vous allez certainement avoir besoin de téléphonie cellulaire et pour contracter pour avoir un contrat de téléphonie cellulaire, vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale. C'est le numéro aussi que votre employeur va vous demander afin d'être en mesure de vous payer. Ensuite, c'est possible d'aller s'inscrire à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça vous permet d'avoir accès à un médecin de famille. Si vous éprouvez des problèmes de santé, vous avez besoin de vous faire opérer, etc., etc. C'est avec cette carte que vous allez éviter tous les frais. Puisque ici, l'assurance maladie est offerte à tout le monde. Il y a une période de carence pour les gens de certains pays, mais sachez par exemple que pour les Français, les Irlandais, les Danois, pour 9 pays, on a une entente de réciprocité, donc il n'y a pas de période de carence. Vous allez devoir demander un papier spécial dans votre pays et à l'arrivée, vous allez déposer ce papier qui est l'entente, qui prouve l'entente de réciprocité et vous serez assuré immédiatement. Ensuite, pour échanger votre permis de conduire, c'est la même chose. Les 9 pays dans le monde qui ont cette entente ont aussi une entente par rapport au permis de conduire. Donc, il est possible d'échanger son permis. Pour les autres, vous allez devoir refaire un petit examen là, juste parce que on veut s'assurer que vous aviez bien conduit dans votre pays, etc. Mais n'ayez crainte, là, ça fait pas mal. Et de toute façon, vous avez le droit de conduire avec votre permis de conduire pendant 6 mois. Donc, ça vous donne le temps nécessaire là, pour procéder là, au rendez-vous et vous mettre au parfum là, des façons de fonctionner ici au Québec. J'ai perdu. Ah oui, elle est là. Donc, ça vous permet aussi de finaliser le compte en banque. Swed va vous expliquer ça tantôt, mais vous êtes en mesure de l'ouvrir dans votre pays, d'y déposer de l'argent. Donc, une fois que vous arrivez ici au Canada, vous avez accès à votre argent immédiatement. Ensuite, trouver une solution de téléphonie cellulaire. Je vous avertis tout de suite, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un choc parce que le téléphone cellulaire au Canada, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs dans le monde. Mais d'autres choses compensent et sont plus abordables, donc ça finit par s'équilibrer. Je ne sais pas si le site Internet pour construire votre budget a été partagé dans les commentaires, mais je vous suggère un site où il est possible de créer votre propre budget. Bon, il faut en prendre et en laisser parce que ça évolue très rapidement. Et je vous dirais qu'après l'avoir consulté hier, je trouve que le prix des appartements est un petit peu optimiste. Là. Vaut mieux rajouter un 100 ou un 200 $ là, pour planifier le budget. Et sachez aussi qu'évidemment, avec l'inflation dans les 6 derniers mois, bien, le prix des aliments a aussi augmenté. Ici, par contre, on est très chanceux. Le prix du chauffage, tout est électrique et on a une très, très grande industrie d'hydroélectricité qui nous permet d'avoir accès à l'énergie à un prix raisonnable si, évidemment, on se compare, par exemple, aux pays européens. Merci Pascal pour ces bons points. Et puis oui, dans la section commentaires, on va pouvoir vous mettre le lien qui va pouvoir vous donner une idée. En fait, c'est un outil pour vous donner un peu une idée des budgets. Pascal, tout à l'heure, tu as parlé du logement. On a parlé du logement temporaire. Mais si on veut s'installer, du moins pour un certain temps, ben, on a besoin d'un logement qui est un petit peu plus stable, plus permanent. Quel conseil est-ce que tu aurais? Parce que beaucoup les gens se posent la question, on loue, on achète. Quel conseil tu aurais à donner à ce niveau-là? Chaque situation, évidemment, est personnelle. Moi, je suis quelqu'un d'assez insécure, alors, et j'aime tout. Alors, j'aurais beaucoup de difficultés en quelques jours à choisir le quartier dans lequel j'ai envie de m'installer. Alors, j'aimerais mieux, je pense, louer pendant les premiers mois pour me faire une tête. Est-ce que c'est trop loin du travail? Ou est-ce qu'il y a assez d'espace vert pour moi? Est-ce que mes enfants sont grands personnellement? Donc, est-ce que l'école où on les a inscrits, ça leur fait trop de transport à eux aussi?
Donc, probablement que je choisirais de louer. Mais on a plusieurs expatriés qui choisissent d'acheter d'emblée parce que on a un marché immobilier ici qui est très favorable. Il a ralenti depuis quelques mois, mais malgré tout, c'est un très, très bon investissement. Alors, plusieurs personnes choisissent d'acheter également. Il faut, en tout cas, moi, mon conseil, c'est de vous faire accompagner, même si vous avez un petit budget, que ce soit par des professionnels de la relocalisation ou que ce soit par des courtiers. Parce que il est possible sur les petites annonces de se faire avoir. Ça nous est arrivé. Nous, on est des professionnels, on loue des dizaines et des dizaines de logements pour nos expatriés par mois. Et il y a 6 mois, il y avait un appartement et on l'a loué pour un expatrié pour se rendre compte au final que l'appartement n'existait pas vraiment. Alors, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut bien s'informer. Si on a un ami, un parent sur place et que vous faites ces démarches à distance, demandez à quelqu'un de se déplacer pour valider que l'appartement est bien ce qui est représenté sur les photos. Mon conseil, ce serait, si c'est trop beau pour être vrai, ben c'est pas vrai. Alors, bien vous informer, bien vous assurer que quelqu'un s'est déplacé pour voir l'appartement si vous n'êtes pas sur place pour aller le voir. Vous pouvez aussi arriver, passer quelques jours à l'hôtel et aller le visiter vous-même, l'appartement temporaire. Temporaire. Puis pendant que vous êtes dans le temporaire, ben là, vous avez 1 mois pour vous trouver un logement permanent. Historiquement, il y avait beaucoup plus d'appartements disponibles au mois de juillet. C'est une longue histoire, mais le marché a beaucoup évolué dans la dernière dizaine d'années et c'est possible de trouver un logement pour 1 an à tous les moments de l'année, même en plein hiver, je vous rassure. Donc, voilà. Parfait. Merci Pascal. Maintenant, parlons d'un aspect qui est très important pour l'intégration, pour que l'installation dans un nouveau pays se passe bien. Bien sûr, c'est l'emploi. Normalement, en général, on a besoin d'un emploi pour justement avoir cette stabilité, pour répondre à ses besoins financiers, pour aussi avoir sa place au sein de la société. Alors, quels seraient tes trucs pour justement la recherche d'emploi et se trouver un emploi au Canada? Comme je l'ai mentionné précédemment, les nouveaux arrivants ont la chance présentement d'arriver dans un contexte économique exceptionnel, c'est du jamais vu. Les chiffres, ça parle. Et la semaine dernière, au sommet de l'immigration, j'ai entendu le chiffre magique de 0,8 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a présentement au Québec 0,8 chômeurs par poste vacant. Donc, il y a plus d'emplois que de personnes disponibles pour les combler. Donc, ce qui veut dire qu'à votre arrivée, il y a plusieurs opportunités. Alors, ça, c'est pas un grand sujet d'inquiétude. Par contre, comment faire pour se démarquer, améliorer sa situation, avoir un emploi à la hauteur de ses attentes, à la hauteur de ses capacités, pour pas être obligé de faire 3-4 pas en arrière, même si on peut se propulser assez rapidement par la suite une fois qu'on a un peu d'expérience. Ben, travaillez votre curriculum vitae. D'un pays à l'autre, la façon de présenter un curriculum vitae diffère. Je vous donne juste un exemple. Nous, on reçoit souvent des curriculum vitae, avec une photo, une adresse à la maison, le statut matrimonial. Ici, l'employeur il veut pas le savoir si vous êtes marié. Ici, on considère que c'est des points personnels et que ce n'est confidentiel. Donc, si vous mettez ces informations-là sur votre CV, ben, la première pensée que l'employeur potentiel va avoir, c'est « Ah, cette personne-là là, est vraiment fraîchement arrivée, elle s'est pas mise au goût du jour, elle comprend pas encore tout à fait comment ça se passe. » Donc, ça va peut-être jouer contre vous. Alors moi, si j'étais vous, j'irais sur les sites Internet, voir quelles sont les spécificités que l'employeur recherche ici dans un CV canadien.
Comment est-ce que je dois me présenter en entrevue? Est-ce que c'est important, par exemple, d'être très formel, d'avoir un veston, cravate? Peut-être que ce n'est pas pertinent dans tous les domaines d'emploi. Peut-être que si on postule dans une banque, il vaut mieux arriver en veston. Peut-être que si on cherche un emploi en mécanique, arriver bien propre avec des vêtements qui présentent bien, c'est suffisant. Donc, voir un peu c'est quoi la coutume ici. Je vous dirais aussi que au Canada, on met peut-être un petit peu moins l'emphase sur les diplômes et l'importance de la renommée de l'école où on est allé. Ce qui est important ici, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie. Alors, quelles sont les réalisations, l'expérience que vous avez. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez travaillé en ressources humaines dans votre pays d'origine, mais vous avez fait beaucoup de bénévolat et vous avez acquis de l'expérience en bénévolat en comptabilité. Et là, vous arrivez ici et le travail pour lequel vous allez postuler nécessite du talent en ressources humaines, mais aussi des capacités en comptabilité. Sachez que c'est pertinent de le mentionner, même si vous n'avez pas été rémunéré dans votre pays d'origine pour la comptabilité, parce qu'ici, ça va compter comme une expérience pertinente. Dans le même ordre d'idée, si vous avez fait du bénévolat et que ça vous a permis d'acquérir des compétences ou des qualités personnelles remarquables, ça peut être pertinent de le mentionner sur votre curriculum vitae. Et ça fait au moins 3 fois que je le dis, plusieurs nouveaux arrivants vont dire « Oui, mais quand j'arrive, dans mon pays, j'avais un emploi qui était là, puis là, j'arrive, puis là, je suis obligée de prendre un emploi qui est là. » Il ne faut pas vous décourager parce que je vous assure qu'ici, c'est beaucoup moins hiérarchique et que vous allez avoir l'opportunité de remonter et que probablement que vous allez monter plus rapidement que vous auriez eu la chance de le faire dans votre propre pays. Tout à fait. En fait, très intéressant, Pascal, tout ce que tu dis. Puis, je voudrais faire du pouce sur le CV. Bien sûr, il y a moyen d'aller vous-même sur Internet faire des recherches. Mais sachez aussi qu'il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif au Canada qui peuvent vous aider aussi avec ça. Nous-mêmes, la Banque nationale, on est partenaire avec certains organismes ou des fois des entreprises aussi, des professionnels qui peuvent vous aider à le faire parce que c'est vraiment votre outil de base justement pour postuler. Et puis, je voudrais aussi ajouter que si vous voulez avoir plus d'informations et des conseils plus précis sur comment trouver un emploi au Canada et les outils, on a fait un webinaire, justement notre dernier webinaire avec immigré.com qui était le 6 septembre avec notre partenaire Daniel Starassi qui donne aussi beaucoup d'informations, des détails de comment présenter son CV, la lettre de présentation, etc. Alors, je vous invite à aller le consulter. Pascal, j'aime beaucoup ta prochaine section qui est les petites choses du quotidien. Donc là, on a parlé d'emploi, on a parlé de logement, on a parlé d'étapes administratives, mais quel autre aspect du quotidien que tu aurais à nous dire pour que l'installation se fasse bien et se fasse de façon agréable? Je pense que c'est très, très important de retrouver ses repères. Dans le quotidien, souvent au début, on est très excité, tout est nouveau, tout est magnifique et on néglige, par exemple, si on était quelqu'un qui se nourrissait très, très bien, très sainement, oups, là, ça prend le bord un peu parce qu'on mange un petit peu plus sur le pouce, on a de la difficulté à retrouver les aliments qu'on privilégiait dans notre pays, par exemple, et là, ça peut entraîner des petits problèmes de santé où on se sent moins en forme, etc. Ou on est un grand sportif, on était passionné de tennis où on nageait beaucoup. Et là, tout d'un coup, pouf, on a mis ça de côté, puis on se rend compte que c'était quelque chose qui apportait beaucoup de positif dans sa vie. Alors, la même chose par exemple, par rapport à la culture, vous êtes quelqu'un qui fréquentait souvent les musées, pour qui c'était important de rester informé de ce qui se passait au niveau des arts, etc. Allez rechercher vos repères. Vous communiquez, partagez avec vos collègues, invitez-les à prendre un petit café, créer des nouveaux liens, se concentrer aussi sur sa famille. Qu'est-ce qui nous rendait heureux avant? Et susceptible de continuer à nous rendre
heureux. Alors, je ne sais pas si tu peux déjà montrer la prochaine slide parce que je vois le temps qui file, mais si on ne s'occupe pas de son bien-être, on se prend la courbe de l'expatriation de plein fouet. Le choc culturel, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que à plus grande échelle, on le vit. Je l'ai vécu moi-même quand je suis partie à l'étranger et je dois vous avouer que je l'ai même vécu quand je suis rentrée après quelques années. Donc, oui, parce qu'une fois qu'on s'acclimate d'un côté et le nombre d'expatriés qu'on a reçus ici et qui avaient le mal du pays et qui ont décidé de rentrer, quand ils sont rentrés, se sont rendus compte que, oh, OK, en fait, c'est tout à fait normal. Quand on arrive, quelque part, on vit une lune de miel. Ça fait longtemps qu'on désire ce projet. Ça fait longtemps qu'on idéalise aussi tous les aspects de notre futur pays d'accueil. Si la neige, ça va être magnifique. Puis les gens sont tellement sympathiques. Puis, enfin, je vais avoir un appartement plus grand qu'un garde-robe. Puis, enfin, je vais avoir un bon travail. Puis, j'aurai de l'argent, etc. Donc, on idéalise. Donc, on vit une lune de miel. Vient ensuite le vrai hiver. Les premières semaines sont vraiment bucoliques, mais là, il fait froid, puis ça n'en finit plus de finir, cette affaire-là. Puis là, en plus, j'arrive pas à trouver mon vin préféré, puis mon fromage préféré. Puis là, le harissa, ça goûte pas la même chose que quand ma mère le fait et tout. Donc là, on a une petite déprime parce qu'on trouve que nos parents, nos amis, notre vie d'avant nous manquent. On essaie de faire la part des choses. Mais ça prend un moment, justement, avant que tout ça se rétablisse et qu'on se dise, il y a des choses qui sont mieux, il y a des choses qui sont moins bien, mais j'ai réappris à trouver mon équilibre et je pense que j'arrive à tirer mon épingle du jeu et je me sens bien maintenant. Mais je vous assure qu'il y a vraiment une courbe et de savoir que cette courbe existe, ça fait du bien aussi parce que ça permet de ne pas se culpabiliser. Les journées les plus difficiles, ça permet de dire, OK, je suis normale parce que tout le monde vit ça. Donc, soyez au fait que cette petite courbe-là de l'expatriation se trouve quelque part sur votre chemin, mais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que toutes ces émotions-là, une fois qu'on les a traversées, elles se rééquilibrent et on arrive à retomber sur nos pieds. Effectivement, elle est très, très intéressante, cette courbe-là, parce que ça va aider à une meilleure gestion des émotions après dans un tel grand projet. Pascal, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, en fait, c'est ne négligez pas d'aller chercher de l'aide, d'être bien entouré. Que vous ayez quelqu'un au pays ou que vous ayez personne, toujours pertinent d'aller chercher l'aide de gens qui font ça depuis longtemps. Dans cet ordre d'idées-là, on va partager avec vous un lien qui va vous mener vers une liste que nous, on appelle notre checklist pré-départ et qui vous permet de dire, OK, je suis sur le point de partir. Est-ce que je me suis occupée de tel sujet? Est-ce que je suis allée récupérer tel papier parce que j'en aurai besoin dans mon prochain pays? Est-ce que j'ai entamé telle démarche? Alors, on vous l'offre gratuitement. Téléchargez-le et gardez-le pas loin. Là. Ça va vous aider à mieux vous préparer. Et évidemment, si vous avez des questions, moi, je reste à l'écoute et ça va nous faire plaisir d'y répondre en fin de webinaire ou vous n'avez qu'à m'écrire, ça va me faire plaisir. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à continuer d'écrire vos questions. On va pouvoir y répondre à la fin. Donc, pour ce qui est de la Banque nationale, donc comme j'expliquais au début, pour nous, c'est bien important être bien conseillé pour mieux immigrer. Je vais faire le lien sur l'emploi. Pascal, t'en as parlé, on en a parlé comment c'est quelque chose de très important. Donc, sachez que si vous avez le projet de venir vous installer au Québec ou au Canada en général, la Banque nationale, on est présent partout au Canada et il y a des opportunités de carrière. Donc, la Banque nationale est un des grands employeurs dans la province du Québec et même au Canada. On est plus de 26 000 employés.
Toutefois, je tiens à préciser que pour postuler à un poste de la banque, il faut vraiment avoir son permis de travail. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé, c'est très important que vous ayez déjà votre permis de travail, votre visa d'immigration, qu'il soit temporaire ou permanent. Ou si vous êtes sur place ici au Canada, bien important d'avoir votre permis de travail. Sinon, ce ne sera pas vraiment possible d'avoir un poste. Donc, les postes sont vraiment à tous les niveaux, donc autant dans le réseau, les agences qu'on appelle, mais ça peut être en finance, en comptabilité, en ressources humaines, en communication et en marketing, et j'en oublie. Donc, je vous invite à aller voir la section emploi.bnc.ca pour voir toutes les opportunités. Et maintenant, on va vous présenter une petite vidéo qui parle des opportunités d'emploi à la Banque nationale. Choisir de travailler à la Banque nationale, c'est choisir une forte culture d'entreprise qui valorise la complicité, le pouvoir d'agir et l'agilité. C'est entreprendre des projets innovants qui font la différence et relever des défis selon tes ambitions. C'est prendre en main ta carrière en privilégiant ce qui compte vraiment, ton bien-être. Travailler à la Banque nationale, c'est rejoindre un réseau de plus de 25 000 employés qui choisissent d'avoir un impact positif dans la vie des gens. C'est choisir un employeur qui place l'humain d'abord. Voilà, donc si vous êtes dans un des domaines et si vous avez votre permis de travail, n'hésitez surtout pas à aller voir toutes les opportunités de carrière. Je voudrais aussi enchaîner, Pascal, sur ce qu'on avait discuté tantôt pour ce qui est de l'ouverture du compte. Donc, effectivement, à la Banque nationale du Canada, on a toute une offre d'accompagnement qui commence avant même l'arrivée. Comme tu as mentionné, il y a la possibilité d'ouvrir un compte à partir de votre pays. Donc, vous pouvez le faire, c'est conseillé de le faire quelques semaines avant l'arrivée. C'est au moment où est-ce que vous allez avoir votre visa d'immigration, que vous êtes sur le point d'acheter vos billets d'avion. Donc, c'est le moment d'ouvrir votre compte bancaire. L'avantage, en fait, ça se fait en quelques clics. C'est vraiment très, très simple. Et quelqu'un va communiquer avec vous pour prendre un rendez-vous au moment où est-ce que vous allez arriver au Canada. Donc, par exemple, vous allez arriver le 1er décembre avec cette personne-là. Vous prenez les rendez-vous que ce sera le 2 décembre, que vous allez vous rendre en succursale, c'est-à-dire l'agence, pour rencontrer un conseiller, pour activer votre compte et qu'il va pouvoir vous remettre votre carte débit qui va pouvoir vous aider à faire vos transactions. L'avantage d'ouvrir votre compte à l'avance, c'est aussi que vous allez pouvoir faire un virement à ce nouveau compte avant même d'arriver au Canada. Donc, ça fait en sorte que quand vous allez arriver ici, vous allez rencontrer le conseiller, votre compte est déjà ouvert, votre argent est déjà disponible et on vous donne votre carte et vous serez prêt à faire des transactions. Donc, ça amène un côté très simple, accessible et surtout très sécuritaire pour transférer vos fonds. Et une fois que vous êtes installé, alors le conseiller va pouvoir vous expliquer le fonctionnement du système bancaire canadien, la carte de débit, la carte de crédit, le bureau de crédit qui est un concept très important. Donc, il va pouvoir vous accompagner là-dedans pour vous expliquer et vous accompagner à chaque étape de votre vie pour divers projets dans le futur. Ça peut être l'achat d'une voiture, l'achat d'une propriété, l'épargne pour les études des enfants, l'épargne pour la retraite. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder avec vous à long terme. Aussi, rapidement, sachez qu'on a une offre spécifiquement dédiée pour les nouveaux arrivants. Alors, lorsque vous allez ouvrir votre compte, que ce soit avant l'arrivée ou si vous arrivez au Canada ici, donc on vous offre jusqu'à 3 ans sans frais de frais mensuels. Sachez que les frais bancaires ici, c'est environ 15 $ par mois. On parle un peu de toutes les institutions canadiennes. Et c'est ce montant qu'on vous offre de ne pas payer pendant 3 ans. Donc, ça fait de belles économies à long terme. On va pouvoir aussi vous octroyer votre carte de crédit pour bâtir votre historique de crédit en vous expliquant son importance. Un petit coffret de sûreté aussi si vous en avez besoin et une première commande de chèque. Sachez aussi qu'on a un service d'accompagnement téléphonique. Donc ça va au-delà du bancaire. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez votre compte, on vous donne ce numéro où si vous avez des questions, ça peut être des questions sur les démarches d'immigration, vous allez pouvoir parler à un avocat, ça peut être sur les transports, sur trouver la garderie pour les enfants. Eh bien, il y a vraiment une équipe dédiée qui est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc, c'est un service qui est gratuit. On le donne la première année à tous nos clients. Alors, n'hésitez pas à en profiter.
Alors, pour communiquer avec nous, donc pour communiquer avec Pascal, voici son courriel ici. Et si vous voulez aller visiter le site Internet de Anywhere Group. Pour ce qui est de l'offre de la Banque nationale, donc pour avoir plus d'informations sur l'offre, sur tout le service d'accompagnement, vous allez au bnc.ca/immigré. Aussi, le prochain lien que je vous donne, c'est qu'on a mis en place toute une liste d'articles d'informations sur l'immigration. Donc, vous allez trouver des articles sur les bases du système bancaire canadien, sur 11 conseils pour immigrer au Canada. Donc, c'est vraiment une équipe experte qui rédige ces articles pour mieux vous aider justement pour l'installation au Canada. On vous invite aussi à visiter notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs capsules sur le bureau de crédit, le rôle du conseiller, etc. Donc, c'est avoir de l'information rapide et efficace. Et bien sûr, lorsque vous serez sur place ou si vous êtes sur place, on vous invite bien sûr à visiter une de nos succursales. Alors, maintenant, c'est la période de questions. Alors, Pascal, tu es prête? Oui, mais soit, si tu permets, j'ai regardé un petit peu les commentaires. Il y a beaucoup de gens avec des diplômes impressionnants qui posent des questions. Comme Souad le mentionnait, j'ai même vu des gens qui sont déjà dans le système bancaire dans leur pays d'origine. N'hésitez pas à aller voir les offres d'emploi de la Banque nationale. Et chez nous, chez Anywhere, on embauche aussi énormément en sciences de la santé et en technologie. Alors, vous pouvez voir sur notre site Internet là, la façon de procéder si vous voulez déposer votre candidature. Alors, n'hésitez pas. Super. Donc, ça répond un peu à la question de Nour qui a posé la question. Je suis au Maroc, je suis diplôme en soins infirmiers, je cherche un emploi. Donc, elle pourrait aller sur votre site, Pascal. Oui, on a placé un infirmier spécialisé pas plus tard que la semaine dernière. Donc, il y a des opportunités pour les infirmiers et les infirmières. En France, il y en a également chez nous au Canada. Super. Salem qui pose la question, serait-il possible de sauvegarder la vidéo sur votre chaîne YouTube? En fait, la vidéo, oui, elle sera sauvegardée sur la chaîne YouTube de immigré.com. Donc, n'hésitez pas à la revisualiser, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis qui souhaitent venir s'installer au Canada. Alors, on va passer à d'autres questions. Ah, il y a quelqu'un qui amène un petit point, en fait, un petit commentaire, Napalm, qui dit déménagement, si vous souhaitez déménager vos appareils électroniques, attention, courant et prise incompatibles avec le système européen. Effectivement, c'est un bon point, c'est pas la même... Tiens, on va poser cette question à Pascal. Bayrem qui dit, doit-on apporter les vêtements d'hiver de notre pays ou on devrait plutôt les acheter d'ici? Ben, moi, je pense que les deux, en fait. Comme ça, quand vous arrivez, vous avez déjà quelque chose. Ça dépend aussi du mois où vous arrivez. Si vous arrivez, par exemple, au printemps, là, c'est super, c'est la période des soldes. Alors, si vous avez l'espace mental pour gérer déjà les habits de neige, moi, personnellement, j'ai 3 enfants et j'ai toujours procédé ainsi. J'achetais leurs habits de neige en fin d'hiver. Je les achetais un peu grands pour la saison suivante. C'est sûr que si vous arrivez pendant l'été, ben, il n'y a plus rien. Il faut attendre que l'automne revienne. Alors, ma suggestion, c'est selon le pays d'où vous arrivez, vos vêtements vont être plus ou moins chauds. Si vous pensez que ça peut faire, ben moi, je les apporterai. Si vous les avez déjà, vous les mettez. Si ça ne suffit pas, ben vous allez échanger, vous allez pour des vêtements qui sont plus chauds. Parfait, effectivement, c'est un bon point de profiter des soldes. C'est là où est-ce que c'est le plus intéressant. En fait, Pascal, on a plusieurs questions sur les démarches d'immigration, comment faire pour immigrer. Je voulais en fait juste préciser que, en fait, le webinaire d'aujourd'hui, on n'est pas des experts en démarches d'immigration. C'est-à-dire, pour pouvoir le faire, on vous conseille plutôt d'aller voir des professionnels de l'immigration. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de conseils à ce niveau-là. Toutefois, on peut vous donner des conseils pour tout ce qui est autour, pour tout ce qui est l'arrivée.
Parce que comme Swad le mentionne, en fait, ici, c'est un métier qui est réglementé. Alors, c'est contre la loi de donner des conseils. Donc, sachez-le aussi, si vous cherchez un expert et que vous pensez avoir mis la main sur quelqu'un qui connaît son affaire, ben, demandez-lui c'est quoi son numéro de référence. Parce que pour être en mesure de donner des conseils en immigration, vous devez être soit membre du barreau, avocat en immigration, soit un consultant agréé en immigration. Alors, si vous allez dans ce sens-là, n'hésitez pas à demander à la personne son accréditation. Tout à fait. Ça, c'est un très, très bon point pour s'assurer de faire affaire avec les bonnes personnes qui sont accréditées. Tout à fait. Pascal, ici, on a une question. Le numéro d'assurance sociale, est-ce qu'on le demande à l'arrivée de notre pays? Oui, en fait, il y a même des points d'entrée au Canada, par exemple, l'aéroport de Toronto, où vous êtes en mesure de demander votre numéro d'assurance sociale à l'aéroport. Si vous arrivez à Montréal, ben vous arrivez au point d'entrée, vous passez la douane, vous rentrez en ville et le lendemain, vous allez vous présenter à un bureau de Service Canada avec votre permis de travail, votre PVT, votre résidence permanente, le papier qui vous permet d'être légalement au pays et on vous donne de suite un numéro d'assurance sociale. Parfait. Ici, il y a une question en fait qui pourrait peut-être s'adresser à moi. Peut-on acheter un bien immobilier sans historique de crédit? En fait, vous savez, les institutions financières se sont beaucoup adaptées avec le temps pour faciliter l'accès au financement, faciliter l'accès à toutes les solutions bancaires pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est pour ça qu'avant, c'était très difficile. Maintenant, je vais parler de la Banque nationale. Il est possible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont pris en considération, mais oui, c'est possible pour quelqu'un d'arriver, même s'il n'a pas un grand historique de crédit, d'avoir un crédit hypothécaire. Ça prend quelques facteurs, comme par exemple un emploi avec un salaire qui justifie l'octroi d'un prêt hypothécaire. Aussi, si vous avez, souvent, ça prend aussi une mise de fonds, c'est-à-dire un certain montant initial pour l'achat d'une propriété, donc un acompte. C'est bien important, il faut l'avoir, c'est environ de minimum de 35% à peu près. Mais en fait, étant donné que oui, c'est possible, mais ça prend certains facteurs, on vous conseille dès l'arrivée ici, si vous avez vraiment le plan de faire un achat immobilier, d'aller voir un conseiller en succursale, donc à la Banque nationale, pour exposer la situation, parler de votre projet et le conseiller va pouvoir vous diriger au bon expert, faire l'analyse de votre situation et clairement vous dire s'il est possible ou pas. On a une question, Pascal, pour le logement. Est-ce que la solution Airbnb est pertinente pour l'arrivée? Oui, mais il y a avantage, inconvénient. L'avantage, c'est que c'est certifié. Alors, les chances de ne pas retrouver le bien que vous avez vu sur Internet sont quand même assez limitées puisque ça va avoir été commenté par des pairs. Malgré tout, nous, on a vu plusieurs cas où, à la dernière minute, les locataires retiraient le bien et annulaient la réservation. Donc, on se retrouve le bec à l'eau. Et l'autre point qui est plus difficile, c'est que c'est cher. C'est très cher si vous comparez à d'autres options. C'est même cher comparé à l'appart-hôtel. Là, évidemment, si vous choisissez de partager en Airbnb partagé parce que c'est quelqu'un qui loue une chambre chez elle, bon, c'est une belle façon de diminuer les coûts. Mais si vous louez pour une famille, là, 2-3 chambres pendant un mois, nous, on remarque que c'est beaucoup plus cher que le marché parallèle. Mais encore une fois, ben, l'avantage, c'est que vous êtes certain que ça va être, ou presque, là, que ça va ressembler beaucoup à ce que vous avez vu sur Internet. J'ajouterais que certaines personnes se disent, ben moi, je vais louer juste 2 semaines, puis je vais me dépêcher, puis je vais emballer ça en 2 semaines. 2 semaines, c'est court. Et l'autre chose, c'est que si vous louez pour plus de 30 jours, les taxes ne s'appliquent pas. Tandis que si vous louez un bien pour moins de 30 jours, les taxes s'appliquent. Et ici, les taxes sont tellement importantes que ça représente presque une semaine complète de logement. Donc,
tout dans tout, là, vous êtes mieux d'y aller pour le mois. Comme ça, c'est plus reposant. C'est plus reposant, ça vous donne un peu de temps. Vous pouvez aussi commencer à faire peut-être quelques achats en attendant que votre logement permanent soit prêt, puis vous évitez de payer les taxes. Ben, très bon point, parce qu'il y a tous des petits détails. Et puis, je pense que beaucoup de gens sont surpris aussi quand ils arrivent, quand ils vont dans un magasin pour acheter un bien, ben, ils ne vont pas payer le même prix à la caisse. C'est qu'on voit un tel prix sur l'objet en question, mais quand on arrive à la caisse, on paye plus parce qu'on ajoute les taxes. Et je pense que beaucoup de nouveaux arrivants sont très surpris au début, mais après, on s'habitue. Ici, les taxes sont ajoutées au moment de payer et, par exemple, au Québec, la taxe est de 15 %. Alors, vous achetez un bien qui vaut 100 $ et vous arrivez à la caisse et le bien vous en coûte 115 $. Alors, vous êtes prévenus. Exactement. La même chose au restaurant, la même chose. Donc, mais on s'habitue à ça par la suite. Ici, on a une question. Les métiers de santé sont-ils en demande au Québec? Donc, ici, il parle d'infirmière, psychologue, mais si tu peux répondre à la question en général, Pascal. Oui, bien, je l'ai mentionné précédemment. Il y a une très grande pénurie at large, mais la pénurie dans le domaine de la santé est encore plus importante. Il était très important avant la COVID. Et il y a eu une grande démission aussi suite à l'épuisement pendant la COVID, etc. Donc ici, on manque de spécialistes, on manque de généralistes, on manque en médecine, les psychologues aussi. J'ai vu psychologues. Il s'agit de voir avec l'ordre des psychologues si vos diplômes vont être reconnus ici. Et s'ils ne sont pas reconnus, quelles sont les démarches que vous allez devoir entreprendre pour vous mettre à niveau et obtenir une certification en sol canadien. Évidemment, on a une très, très grande pénurie aussi d'infirmières, d'infirmiers. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les prochains mois, c'est 1000 infirmiers et infirmières qui vont avoir été recrutés par les CIUS, qui sont les centres intégrés universitaires de santé. C'est ça. Parfait. En fait, il est 1h30, donc notre heure achève, mais il y a encore des questions très pertinentes. On va essayer d'y aller rapidement, Pascal. Quelqu'un pose la question pour la scolarisation des enfants. Oui. Comment faire? Effectivement, j'imagine il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et donc des gens qui vont arriver en famille. Quel conseil tu aurais à donner pour la scolarisation des enfants? Selon le permis de travail ou le permis qui vous permet d'arriver au Canada, vous allez pouvoir mettre les enfants à l'école en français ou en anglais. Mais une fois que vous êtes résident permanent, si vous êtes en sol québécois, seule l'école francophone est accessible. Disons que pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas mettre vos enfants dans l'école francophone, vous pouvez également les mettre à l'école privée anglophone, mais les coûts sont à votre propre charge. Donc, vous avez le choix entre l'école privée et l'école publique. Moi, personnellement, j'habite au cœur de Montréal. Mes 3 enfants sont allés à l'école publique primaire. Le système est très, très bien. Je ne sais pas, soit toi, est-ce que tes enfants sont à l'école publique? Oui. Moi, ils sont à l'école publique aussi. Donc, puis l'école privée, en fait, c'est des choix, mais... C'est ça. Et quand on est arrivé à l'école secondaire, on a fait un choix différent et on a choisi de les mettre au privé parce qu'on avait une école privée qui avait très bonne réputation juste à côté de la maison. Donc, il y a des options. Il y a des options selon les budgets, il y a des options selon les quartiers que vous allez adopter, anglais, français. L'école est laïque ici, donc il n'y a pas ce souci de savoir est-ce que mon enfant, par exemple, on va lui imposer l'enseignement d'une religion. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, mais le système scolaire est très bon et accessible. En fait, c'est pour ça aussi que vous payez 15 % de taxes sur vos vêtements. Cet argent est réinjecté dans le système de santé, dans le système scolaire, etc. Tout à fait.
On fait des liens. Une question de Alphonse, une question en partie pour moi, une partie pour toi, Pascal. Quels sont les documents demandés à l'arrivée à l'aéroport et dont on aura besoin pour les premières démarches de logement et de création du compte en banque? Donc, je vais répondre pour ce qui est le compte en banque. En fait, si vous ouvrez votre compte d'avance, ensuite, quand vous allez en succursale, justement, pour vous identifier, vous allez avoir besoin de 2 documents. Vous allez avoir besoin de votre passeport, donc votre passeport de votre pays, et vous allez avoir besoin de votre document de visa d'immigration, donc le IMM. C'est le document qui est remis justement par Immigration Canada pour vous identifier. Donc, c'est les 2 documents que vous allez avoir besoin. Si vous décidez d'aller directement dans une agence ici pour ouvrir votre compte directement, que vous ne l'avez pas déjà préouvert, c'est exactement la même chose. Pour ouvrir votre compte, pour vous identifier, on a besoin du passeport et de votre document de visa du gouvernement du Canada. Pascal, pour ce qui est des démarches de logement, est-ce qu'il y a des documents qui sont requis? Bien, c'est évidemment, quand vous allez arriver ici, votre passeport avec permis de travail ou permis de résidence à l'intérieur du passeport, vous allez le garder comme votre vie parce que vous allez en avoir besoin dans toutes vos démarches. Selon le pays d'où vous arrivez, vous allez peut-être avoir besoin soit d'un carnet de famille, d'un certificat de naissance, toujours pertinent d'avoir ça avec vous aussi. Même chose pour les enfants, vos conjoints-conjointes. Si vous venez d'un des 9 pays avec lesquels le Québec a une entente de réciprocité, vous allez, par exemple, la France, c'est le formulaire 204 et ils ont besoin d'aller le chercher à leur caisse primaire. Vous débarquez avec ça, ça vous permet d'éviter la période de carence. Mais évidemment, quand vous allez arriver à la douane à Montréal, ce dont vous allez avoir besoin, c'est la paperasse qui va avoir été identifiée par votre personne ressource qui va vous avoir aidé à monter votre dossier d'immigration. Et à l'intérieur de ça, bien, il y aura votre lettre d'emploi si vous avez déjà un emploi. Il y aura les papiers gouvernementaux si vous avez obtenu une résidence permanente, etc., etc. Pour se trouver un logement, toujours très aidant d'avoir une confirmation d'emploi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours aussi demander à votre banque de vous écrire une lettre de référence disant que vous êtes un très bon payeur et que vous avez des économies. Vous pouvez imprimer aussi les 6 derniers mois de vos relevés de compte bancaire. Et si vous connaissez quelqu'un sur le territoire en qui vous avez confiance et qui vous fait également confiance, cette personne peut être aussi co-signataire si le propriétaire est bien stressé et qui ne souhaite plus ou moins louer à quelqu'un qui n'a pas d'historique. Mais sachez que, encore une fois, nous, on relocalise des milliers de personnes et qu'il n'y a pas personne qui reste à la rue. Il y a des options et on finit toujours par trouver la perle rare. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Une question de Salem qui est très importante, en fait. L'anglais est-il requis pour une meilleure intégration dans la société canadienne? Le français est ma langue maternelle. J'ai grandi dans un endroit où personne ne parlait anglais. Donc, dans certaines régions, le français est beaucoup plus important. Mais c'est certain que si, par exemple, on se cherche un emploi, par exemple, dans le domaine bancaire et qu'on est dans une grande ville, et on risque d'avoir plusieurs clients anglophones. Donc, l'idée, c'est évidemment de pouvoir les servir aussi dans leur langue. Mais si vous restez dans les grands centres, votre langue maternelle va être aussi valorisée. Alors, par exemple, vous parlez arabe, vous parlez français, vous vous débrouillez en anglais. Ben, l'arabe, ça va quand même être considéré comme vraiment un plus parce que vous allez être aussi capable de servir la clientèle qui préfère se faire servir en arabe. Donc, moi, ma réponse la plus simple, c'est le plus de langues possible. Mais évidemment, si vous êtes bilingue anglais-français, ça ouvre beaucoup plus de portes que si vous êtes unilingue anglophone ou unilingue francophone. Tout à fait. On va prendre une dernière question, mais on a déjà donné la réponse. Tu pourrais ajouter, si tu veux, Pascal, la question de Napalm, Mathieu, qui dit « Quel est le coût de la vie au Québec versus la France? Les charges fixes, l'eau, l'électricité, l'impôt foncier. » En fait, tu as partagé un outil tout à l'heure, un site qui pourra donner quand même une très, très, très bonne idée des charges. Ça peut vraiment vous donner une idée générale. Historiquement, le coût de la vie était moindre.
ici. Des gens qui sont ici depuis plus que 20 ans seront plus à même que moi de le confirmer. Mais je dirais que dans les 10 dernières années, ça tend à se rééquilibrer. Parce qu'il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères. Les salaires sont peut-être un petit peu plus importants ici, mais on a plus de charges sociales. Ensuite, nous, on a des habitudes alimentaires, puis on trouve que c'est raisonnable, mais on est habitué, par exemple, à manger des légumes racines. On est habitué à pas nécessairement manger, je sais pas moi, des kiwis en hiver parce que historiquement, on n'en a jamais mangé, donc c'est pas une grande privation. Si vous venez d'un pays où vous avez l'habitude de déjeuner du petit déjeuner avec 2 kiwis chaque matin et que pour vous, c'est super important, ça vous réconforte, c'est votre habitude. Mais là, pendant l'hiver, vous allez peut-être trouver que les kiwis sont très chers. Donc, ça dépend de tellement de facteurs. Mais je dirais que au final, c'est peut-être un petit peu moins cher au Québec. Ça dépend également de l'endroit où vous allez vous établir. Le coût des maisons, le coût du transport n'est pas le même dans une capitale comme la ville de Québec si on compare à une région qui est par exemple à 3 ou 5 heures de route de la ville de Québec. Donc voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas être plus précise parce que chaque situation est différente. Et c'est ça, ça dépend de tellement de facteurs et de tellement d'aspects. En fait, il y avait beaucoup d'autres questions, mais l'heure a passé très, très, très vite. Pascal, un grand merci pour ton expertise, un grand merci de partager tous tes conseils avec nous. Et pour les personnes qui vous nous écoutez, on espère que ce webinaire a été utile pour vous, qu'il a pu répondre à certaines de vos questions et surtout que vous allez en sortir plus outillés, plus informés pour que votre installation au Canada se passe du mieux. On a partagé avec vous les liens, donc n'hésitez pas à contacter Pascal s'il y a quelque chose, d'aller visiter notre site Internet et toutes les informations aussi, les capsules YouTube, etc. Vous allez pouvoir avoir une mine d'informations aussi. Alors, il nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Pascal, un petit mot de la fin? Juste un grand merci. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. J'espère que vos rêves se réaliseront et qu'ils se réaliseront rapidement. Alors, bon courage à tout le monde pour le chemin à parcourir. Merci beaucoup. Donc, sachez que ce webinaire sera sur la chaîne YouTube de immigré.com. Vous allez pouvoir le revisualiser et le partager avec vos amis. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, bonne semaine.